Eh bien, mesdames et messieurs, auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. En effet, c'est moi qui vais commencer cette émission, en absence de François Costantini qui est bloqué dans les encombrements. Car voyez-vous, les jours passent, les gouvernements passent aussi, mais les encombrements et les travaux de Madame Hidalgo demeurent. Donc Paris reste toujours bloqué, quelle que soit la période, quelle que soit l'heure, quelle que soit la saison. Bon, ceci étant dit, nous allons commencer notre tour du monde, notre panorama de la géopolitique et de tous les événements. Et comme chaque fois, le le chapitre est très lourd parce que nous avons eu d'énormes, événements et je vois que monsieur François Martin est là, donc il est le bienvenu aussi et il va nous apporter son éclairage depuis sa résidence d'automne. Bon, alors François m'a demandé de commencer par un des thèmes déjà évoqués par Claudia tout à l'heure, c'est-à-dire la réunion, qui s'est passée la semaine dernière, la réunion qui s'est passée à Paris de la coalition des volontaires. Alors les volontaires, on ne sait pas déjà s'ils le sont tous. C'est une réunion qui s'est produite à Paris. Pour parler bien sûr de la sécurité en Ukraine. Alors ça a commencé déjà par un entretien tête-à-tête la veille de Zelensky avec le président Macron à l'Élysée, avec un dîner, comme ça au moins il n'a pas perdu son temps, il a bien mangé. Et puis, le lendemain s'est tenue cette fameuse réunion des 26, les 26 pays volontaires fermement décidés, bien entendu, à soutenir la coalition la sécurité de l'Ukraine. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas que des pays. Il y avait bien sûr l'inénarrable et indispensable Ursula von der Leyen et aussi le représentant du président américain Witkoff et le secrétaire général de l'OTAN. Donc on voyait bien que avec de tels participants, la paix n'est pas prête pour demain en Ukraine. Ceci étant dit, bon, les discussions ont eu lieu, les photos ont été prises, tout le monde était content. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que l'Union européenne, les coalisés, les volontaires, la coalition des volontaires veut garantir la sécurité de l'Ukraine, mais après, bien sûr, que les combats est terminé. C'est-à-dire que dans le cas d'une perspective de paix, c'est-à-dire qu'on arrive une fois que la vaisselle est cassée et qu'il n'y a plus aucun risque. Bon, donc, bon, c'est vraiment très cocasse, dirais-je, surtout à la suite des sommets qui ont précédé, notamment cette rencontre complètement incroyable de Washington, où les Européens se sont précipités voir le patron à Washington dans des conditions absolument hallucinantes. Et donc, les Européens, disais-je, sont, se sont engagés auprès de Zelensky, dont je rappelle qu'il est toujours, n'est toujours pas réélu, donc toujours illégitime depuis le 19 mai 2024. Et de garantir la sécurité de l'Ukraine. Alors en vérité, comment faut-il décrire ça? François Martin va nous en parler bien sûr dans quelques secondes, mais il semblerait que ce processus soit la résultante d'un dégagement des États-Unis sur le théâtre d'opération européen. Donc les Européens doivent se débrouiller pour assurer la sécurité de l'Ukraine, mais tout en continuant à acheter du matériel militaire américain. Donc, non seulement Donald Trump se dégage d'un endroit où il n'a pas grand-chose à récupérer, mais il fait faire par ses subordonnés le sale boulot et il leur facture la prestation. Je trouve que c'est assez formidable. Le président américain est quelqu'un de particulièrement surprenant par rapport à ses prédécesseurs. Alors François Martin, bien sûr que comme je vous vois, et je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère que c'est le cas, parce que, Ouais, bah on voilà. t'entend, cher ami. Bon, On peut se l'avantage, tutoyer, on se connaît je et on crois, oui. s'apprécie beaucoup. C'est tout à fait exact. Donc, comme je le disais, l'avantage du direct, c'est qu'on ne risque pas de s'ennuyer, il se passe toujours quelque chose. C'est Alors, ça. cher François, cette réunion des volontaires, je précise, mais peut-être que tu en parleras aussi, c'est que parmi les volontaires, le soir même, Giorgia Meloni a dit qu'elle ne rentrait pas dans ce processus, suivi ensuite du Polonais et de quelques autres. Donc, les 26 sont déjà, je crois qu'à cette date, ils doivent plus être que 21. François, je t'écoute. Nous t'écoutons. Alors, d'abord, je voulais te poser une question. Est-ce que tu sais ce que Macron et Zelensky ont mangé à leur dîner?
Moi, je le Écoute, sais, mais est-ce que tu le sais? non, je n'étais pas dans les cuisines et peut-être le Ah. valait-il mieux pas. Je peux te dire ce qu'ils ont mangé. Ils ont mangé du pigeon. Ah, Ils ont mangé 65 millions de pigeons. bien. Les pigeons, c'est nous. Bah oui. C'est ça qu'ils ont mangé. Oui, oui, bah écoute, c'est ça, l'illustration est tout à fait juste. Donc, Voilà. donc C'était pour commencer l'histoire d'abord, pour c'est mettre très... les choses dans leur contexte. Alors, cette coalition des volontaires. Alors, la coalition des volontaires. Écoute, il y a un certain nombre de choses qui m'étonnent énormément dans cette affaire. Cette affaire est, comme on dit vulgairement, vérolée, à tout point de vue. D'abord parce que tu négocies pas les conditions, je dirais, de la, de, de la forme de non-belligérance qui suivra la paix, si je puis dire, ou la ligne de partage avec les soldats de la paix, etc., tant que tu n'as pas négocié la paix. D'abord, Ça me ça semble n'a aucun évident. sens. Ça veut dire que tu négocies la ficelle et la couleur de la ficelle sans avoir décidé ce qu'il y a dans le paquet. C'est le paquet d'abord qu'il faut décider. Et le paquet, c'est la réunion entre Zelensky et Poutine, où Zelensky va dire, OK, j'accepte de donner ci ou ça, ou je ne donne rien du tout. Tant que tu n'as pas fait ça, le reste n'a aucun sens. Donc, si les participants de ce sommet des volontaires font ça. La deuxième chose, c'est que quand tu négocies ça, tu négocies pas ça avec tes partenaires en disant on veut ça. Tu négocies ça avec l'adversaire en face en disant est-ce que si on met la ligne de partage à cet endroit-là, vous êtes d'accord, etc., etc. Donc, il y a plein d'incohérences. Donc, d'où vient cette incohérence? Elle vient du fait que, évidemment, ce qui se négocie n'est pas un processus de paix. En aucune façon. Donc après, il faut se demander qu'est-ce que c'est. Et là, on a un certain nombre de réponses. La première réponse, c'est que c'est une façon d'hystériser les Français et les Européens, parce que les gouvernements, j'entendais tout à l'heure, juste avant, l'intervenant qui disait que Macron avait 15% disons, de popularité aujourd'hui. Les volontaires, tu remarqueras, ce sont ceux qui sont les plus mal élus en France et en Europe. Donc, il faut trouver un ennemi de l'étranger, et plus tu as peur de sauter sur ton siège parce que tu tiens inébranlant, plus tu vas dire que l'ennemi est méchant. C'est classique, ça. Castro a fait ça pendant des dizaines d'années, on connaît ça par cœur. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, moi, je pense que, en fait, tout ça, c'est un piège qui est tendu à Trump. Parce que l'élément faible dans cette affaire, en réalité, c'est Trump. Pourquoi? Parce que Trump a négocié un sommet, dans un sommet, où on sentait que la guerre était proche d'être terminée, les relations étaient très cordiales. En gros, Trump avait qu'à rentrer et dire c'est fini. Or, il a négocié en même temps, et ça c'est très important, un accord avec les Européens dont on ne sait pas d'ailleurs si c'est à l'initiative de Trump ou à l'initiative des Européens. Et je dirais que ça peut être très bien un accord à l'initiative des Européens qui arrange Trump dans la mesure où Trump va faire plaisir à ses lobbies militaro-industriels parce qu'il va livrer pour 100 milliards de marchandises à l'Ukraine payées par les Européens, avec le bémol, comme le dit très bien Xavier Moreau, qu'ils n'ont pas d'armes à livrer, que l'Europe n'a pas d'argent à payer et que Zelensky n'a pas de troupes pour les faire fonctionner. Donc, ce n'est pas gagné. Mais en gros, Trump a négocié, parce qu'il ne tient pas ses oppositions dans son propre pays, un accord contradictoire à celui qui consiste à faire la paix. Parce que tu ne peux pas en même temps dire aller voir un adversaire et te déplacer pour faire un sommet de qualité tel qu'il était à Anchorage et en même temps dire à l'adversaire de celui-là, on va te livrer pour 100 milliards de dollars de marchandises. Ça ne tient pas la route. Alors, Donc, attention, Trump François. est... Alors, François, attends, je oui, termine oui, juste ma démonstration, oui. si tu veux bien. Pour moi, Trump est le maillon faible dans cette affaire. En fait, il ne tient pas son affaire, il ne sait pas ce qu'il veut. Et je pense que les Européens, en poussant dans une logique de on va envoyer des soldats de la paix, etc., essayent de pousser Trump dans la logique guerrière. Pourquoi ils font ça?
Parce que, en fait, pour moi, ils ont deux adversaires, les Européens. Un adversaire qui est déclaré, c'est Poutine, mais leur véritable adversaire, c'est Trump. Parce que Trump a liquidé ou est en train de liquider leurs véritables alliés qui sont les démocrates. Et je pense que ce que font les Européens derrière ça, et c'est très malin et c'est très tordu, c'est essayer de casser les pattes de Trump pour que les démocrates reviennent au pouvoir à partir des midterms et après. Je pense que c'est ça le piège dans lequel Trump essaye de sortir et où il ne sort pas véritablement. Donc ça, je ne l'entends pas beaucoup, mais pour moi, c'est clair, il déteste Trump, c'est absolument... Et le fait de monter cette espèce de scénario qui n'a ni queue ni tête, parce qu'ils savent très bien que Poutine ne l'acceptera pas, Poutine est, disons, dans sa logique absolue, il ne bouge pas. Par contre, Trump flageole. Donc, ils sont en train d'essayer de pousser Trump dans la logique guerrière, un Alors, peu comme le fait Netanyahou d'une certaine façon avec l'Iran, etc., etc. Je pense que c'est ça, sauf que Netanyahou est actif et eux, pour l'instant, ils sont dans les paroles. Mais c'est ça le scénario, à mon avis, alors, j'entends, de cette affaire. j'entends Voilà, bien. voilà mon idée. Hein, voilà J'entends mon idée. bien. Moi, je vais quand même apporter quelques précisions par rapport aux relations à propos de l'Ukraine entre les Européens et le président américain Donald Trump. La première, c'est cette rencontre complètement hallucinante à Washington. À l'origine, Donald Trump ne devait recevoir dans le bureau ovale à condition qu'il mette un costume, ça a été précisé par le protocole, dans le bureau ovale, Zelensky. Bon, c'était déjà un grand honneur qu'il le reçoive, puisque comme j'ai dit précédemment, je vais le redire tout à l'heure de manière plus précise, il est plus président. Ah, il est plus président. Donc, ce sont Zelensky n'étant pas très sûr de lui et étant sûr par contre du soutien conditionnel de ses copains européens, a demandé à faire venir Ursula et les autres. Bon, Oui, euh, on a vu comment ça s'est passé. C'était oui, carrément un oral de fin d'études, un grand c'est oral. ça. Bon, chacun attendait pour avoir la parole. De Trump qui disait Georgia, veux-tu prendre la parole? Puis après, c'était l'Allemagne. Après, enfin, c'était hallucinant. Moi, j'ai vu ça en original sur la télévision américaine. Oui, C'est- on l'a tous vu. Oui. Mm. c'était hallucinant de les voir en oignon dans le couloir en attendant de passer. Enfin, c'était hallucinant. Et Mm. c'est surtout que il me C'est semble vrai. bien que au cours de cette rencontre, c'est là que Donald Trump leur a dit aux Européens, bon maintenant, vous m'embêtez. Hein, vous n'êtes pas capable d'arriver à quelque chose, débrouillez-vous, moi je retire mes billes. Et bien entendu, il n'est pas question, dans un processus de paix à venir et de maintien de garantie de la paix en Ukraine, qu'il y ait un seul soldat américain sur le sol ukrainien. Ça a été D'accord. clairement dit. Clairement dit. Mm. Je reviens un petit peu plus tôt, quelques jours, début du mois d'août, la rencontre d'Anchorage. Bon, ça s'est passé en Alaska. On a fait une émission ensemble juste à ce moment-là, François. Oui, C'était pas un oui, endroit anodin. bien sûr, Le protocole qui a été mis en place pour la réception de Poutine à Anchorage n'était pas anodin non plus. bien sûr. Il s'est passé un événement, enfin pour moi c'est très important, mais habituellement les gens voient pas les signes. Il faut savoir écouter ce que disent les chefs d'État, mais il faut aussi regarder comment ils se comportent, comment ils se serrent la main, comment ils sont reçus, etc., etc. Bon, il y avait un épisode, c'est que Poutine et Trump étaient ensemble dans la même voiture. Oui, Ceci, oui, je me souviens très bien de ça, oui. eh bien, ça s'est renouvelé après à Tianjin. Donc, on continue comme cela, c'est-à-dire que les délégations américaines et russes n'étaient pas des délégations qui venaient pour parler de l'affaire ukrainienne. C'était pour Bien sûr, mais rétablir. je t'interromps juste une Ouais. seconde, mon cher Pascal. Si tu fais ça, pourquoi est-ce que tu vas livrer 100 milliards à l'adversaire de cette personne? Ça tient pas la route. À partir du moment où c'est payé par les autres et que ça fait travailler les travailleurs américains, je pense que c'est du gagnant-gagnant, hein. Win-win. Mais pas du tout, mais pas du tout. Je partage absolument pas son idée. Trump s'est présenté, d'ailleurs, il a demandé à avoir le prix Nobel de la paix, ce qui a du sens, comme l'homme qui va arrêter la guerre. Mais s'il continue à livrer des armes, c'est sur lui que ça va retomber, même s'il ne les paye pas. Cher Son François, opinion, on va dire que c'est un fauteur de guerre et pas un fauteur de paix. François, C'est Trump qui est pas solide dans cette affaire. Ça tient pas la route. François, entre les annonces de livraison et les livraisons réelles, il va se passer des semaines.
Ah, et entre-temps, je pense on sera arrivé à un compromis pour une fin de ce conflit bien plus acceptable que ce que pense Zelensky. En parlant de lui, il intervient, il rencontre Donald Trump, il veut rencontrer Poutine en tête-à-tête, mais il veut pas venir à Moscou. Ça, je le comprends un peu. Il a peut-être peur de se retrouver dans une Mais il cage n'a de... pas besoin d'aller à Moscou puisqu'on lui a envoyé 100 000, on va lui envoyer 100 milliards. Moi, si je suis à sa place, à partir du moment où on me dit t'as pas un sou et t'as pas de couverture satellitaire, est-ce que tu vas à Moscou? Il dit j'appelle Poutine dans 1 heure. Si on lui dit tu vas recevoir 100 milliards de marchandises dans 3 mois, dans 6 mois, ou dans un an, il dit bah, je vais certainement pas y aller puisqu'on me donne de l'argent et des armes. Donc il n'y va pas. Il est logique, lui. Quoi, C'est Trump qui est pas logique. Quoi qu'il en soit, dans cette affaire, ça ne fait, c'est les dernières décisions qui ont été prises à la fois à Paris et à Washington n'arrangent absolument pas le processus de paix. Et j'en veux Bah, pour bien preuve sûr. la déclaration qu'a fait le président Poutine à Tianjin, au sommet de l'organisation pour la coopération de Shanghai, c'est qu'il a clairement dit, et il a l'habitude de dire ce qu'il pense et ce qu'il va faire, parce qu'en général, non seulement c'est réfléchi, mais ensuite il le fait, comme la déclaration de 2020 sur l'éventuelle attaque de l'Europe. Là, il a bien dit que si des contingents étrangers étaient vus sur le territoire ukrainien, ça serait Bien sûr. un motif de riposte. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que les volontaires là, qui sont complètement dans cette démarche, eh bien, ils engagent à travers l'OTAN et à travers ce processus une co-belligérance du côté de l'Ukraine face à la Russie, ce qui est extrêmement grave. Je salue François Costantini qui est enfin arrivé. Bonsoir François. Nous avons commencé, on a parlé pas des comploteurs, des volontaires. Donc, je te laisse t'installer et reprendre la direction de l'émission. Chers amis auditeurs, bonsoir à tous. Réponds? Toutes mes Bonsoir, mon cher excuses, François. puisque en venant, j'ai emprunté le périphérique. Bonsoir Charles Pascal. Bonsoir, cher François Martin. De Madame Hidalgo, 4 accidents, notamment quelqu'un de la police m'a dit que depuis qu'on a mis le périph' à 50, il y avait plus d'accidents, ce qui ne m'étonne pas, ce que j'avais d'ailleurs prévu. Donc je suis victime de l'hidalgoisation de la vie parisienne. Je voulais quand même souhaiter une bonne fête de la Nativité de la Vierge à l'ensemble de nos auditeurs, y compris à vous, cher Pascal. Vous croyez à la Vierge, vous ne croyez juste pas en l'Immaculée Conception. C'est une différence qui est entre nous deux. Voilà. Ce sont des nuances de solidarité chrétienne. Pourquoi ? Parce que c'est un jour férié, parce que chez nous en Corse, c'est un jour férié, il n'y a pas école. Le jour de l'Immaculée Conception, voilà, Monsieur Bérou, dont je salue aujourd'hui la chute peu glorieuse, voulait nous supprimer un jour férié. Chez nous en Corse, nous en rajoutons, puisque nous avons le jour de la Nativité de la Vierge, qui est un jour férié. Voilà, faut-il noter. Nous avons également un jour férié qu'on a fait un autre jour, qui est également le 8 décembre, Festa die Nation, la fête de la nation, mais qui est le jour de la consécration de la Vierge à Marie par les révolutionnaires corses, qui n'étaient pas du tout les révolutionnaires français. Voilà, c'est un mot que je t'ai donné à les auditeurs, alors en espérant qu'ils ont passé un bon été et que la rentrée se passe dans les meilleures dispositions. Je vois, cher Pascal, que comme d'habitude, vous avez bien entamé l'émission avec François Martin, qui est comme souvent à nos côtés. Alors, je vous ai entendu en venant notamment sur la question des volontaires, et vous souhaitez apporter une précision à mes propos. Pas sur ça, mais sur la nativité de la Vierge, parce que vous avez évoqué le fait que les orthodoxes ne croyaient pas à son caractère immaculé. Je tiens à vous rappeler, je ne vais pas vous le dire en russe, que le vrai titre de la Sainte Vierge, c'est Marie, très sainte Mère de Dieu, demeurez toujours vierge. C'est très bien. Alors, donc, merci pour vos excuses. Vous n'êtes pas passé par un dogme, par celui que vous appelez l'évêque de Rome, donc tant mieux. Le patriarche de Rome. Le patriarche, nous l'appelons le pape, mais bon, ce sont nos petites querelles sympathiques dans la solidarité chrétienne qui est la nôtre. Cher François Martin, cher Pascal Masque, est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose sur la réunion des volontaires ? Alors, volontaires, je ne sais pas si vous avez évoqué, mais ça me fait penser, vous savez, aux volontaires. On a parlé beaucoup de volontaires. Il y avait le volontaire de la guerre en Espagne. Il y avait la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Vous savez, ça fait partie... Volontaire, c'est un peu bizarre de passer ça au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Parce qu'en général, les volontaires, c'est toujours des mercenaires, etc. Donc, Macron nous invente, je crois, le mercenariat à la sauce gouvernementale. Ça en dit assez long.
Autre chose également qu'il faut remarquer, c'est qu'il a baptisé le ministère de la Défense au ministère des Armées. C'est-à-dire que les armées sont des fonctionnaires comme tout le monde, qui peuvent le service, ils n'ont pas chargé de la défense nationale, ce qui est symptomatique. Souhaitez-vous, cher Pascal, cher François, ajouter quelque chose avant qu'on passe à une question suivante ? Oui, moi je veux simplement rajouter pour clore un peu cette conversation où on n'est pas totalement d'accord avec Pascal, mais c'est tout à fait louable, hein, que Trump a rajouté une déclaration aujourd'hui en disant qu'ils allaient couler l'économie russe ou quelque chose comme ça. Donc pour quelqu'un qui veut se désengager et laisser le fardeau sur le dos des Européens, c'est très mal vu. C'est exactement ce qu'il ne fait pas. Donc pour moi, Trump est le maillon faible dans cette affaire et je reste, moi, persuadé quand je vois les Européens agir et cette réunion des volontaires et toute cette sauce qu'ils sont en train de faire monter, qu'en fait, le but n'est pas du tout d'essayer d'intimider Poutine, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas l'intimider, ni d'envoyer des soldats, parce qu'ils savent que Poutine les descendra dès qu'il les verra, et c'est déjà ce qu'il fait d'ailleurs, et on n'en parle pas tellement. Mais je pense que l'idée, c'est de mettre la pagaille chez Trump, c'est de pousser c'est de pousser jusqu'au rouge les soutiens bellicistes de Trump dont il n'arrive pas à se dégager. Je pense que c'est ça qu'ils font. Ils agissent pour le compte des démocrates, pour le compte de l'État profond, pour le compte des vendeurs d'armes, et ils présentent les choses de telle sorte à considérer que cette guerre est inévitable. Mais comme ils ne la feront pas, qui c'est qui paiera les pots cassés au bout du compte? C'est Trump. Voilà, c'est ce que je pense. Et il perdra les élections de mi-mandat parce qu'on dira, tu n'es pas un homme de paix, tu avais dit que tu l'arrêterais en 24 heures, tu ne l'as pas fait. Ensuite, tu as dit que tu l'arrêterais, tu ne l'as pas fait. Ensuite, tu as été en encourage et tu ne l'as pas fait. Et maintenant, c'est ta guerre et c'est toi qui livre des armes, etc., etc. Donc, pour moi, c'est Trump le fautif dans cette opération. Ben, je pense. Et les autres sont assez logiques, voilà, Alors, dans leur sans dire, stratégie. ouais, cher François Martin, on va conclure là-dessus, mais un dernier mot, sans dire qu'il est véritablement fautif, je crois qu'en effet, Trump, en termes de questions internationales, est surfait. Alors, c'est certain qu'il est préférable à l'équipe démocrate, voire aux néoconservateurs du Parti républicain, mais comme vous l'avez dit, il est tenu également par le lobby militaro-industriel qui est important, sauf que là, il va le servir parce que les Européens vont jouer le rôle de commanditaires en quelque sorte à leurs frais et aux frais du contribuable européen. Mais en effet, Trump n'est pas quelqu'un qui est au fait des relations internationales, et qu'on le veuille ou non, les relations internationales, c'est pas quelque chose qui concerne l'économie, le marché. Ça concerne également bien sûr l'économie. Vous, François Martin, qui avez été un acteur en matière de commerce international, vous le savez, mais ça concerne également la profondeur historique, les cultures, les mentalités. Il faut avoir une certaine épaisseur que Trump n'a pas, car par contre, je pense beaucoup plus son vice-président, J.D. Vance. Et je pense qu'en effet, si là-dessus... je peux juste, et je terminerai avec ça, dire que ça, pour moi, ça ne changera pas vraiment le fond des choses, parce que comme je l'ai déjà dit, l'un des deux protagonistes a le temps et l'autre a la montre. Comme disent les Africains, vous avez la montre et nous avons le temps. Voilà. Poutine a le temps et Trump a la montre. Donc Trump, à un moment donné, va être de plein pied dans sa campagne des midterms. Il va falloir qu'il montre qu'il a arrêté les guerres. Donc à ce moment-là, il va tout lâcher. À mon avis, il va être obligé de lâcher. Donc Poutine l'attend, tout simplement et très calmement. Voilà, à mon avis, ce qui va se passer. Bien. Donc merci. Nous passons donc au deuxième volet, au deuxième thème de cette émission, qui est l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Alors, je rappelle que la politique commerciale est ce qu'on appelle une politique exclusive de l'Union européenne, c'est que l'Union européenne négocie également les grands accords commerciaux. C'est une politique qui a été mise en place, une pratique qui a été mise en place par José Manuel Durão Barroso en 2005-2006, lorsqu'il présidait la Commission européenne. Et ces méga accords commerciaux ont pour but d'aller au-delà notamment des règles de l'Organisation mondiale du commerce. En général, ils vont assez loin, ils vont sur des droits de douane zéro, et sur certains produits même, il n'y a aucun droit de douane et aucun quota. Alors sur le Mercosur, il
il n'y a pas trop de produits, notamment, qui sont sans droit de douane, mais il y a néanmoins un élargissement assez important des quotas. Je pense que, par exemple, la viande de bœuf est passée à 100 000 tonnes par an. Je rappelle que les pays du Mercosur, c'est le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et la Bolivie qui était observateur et qui, je crois, si ma mémoire est bonne, a rejoint récemment de façon officielle et plénière, comme on dit, le Mercosur. Alors cet accord a une certaine importance, c'est qu'il fait craindre bien sûr pour des secteurs clés français. On pense à la viande bovine, on pense au sucre, la production de sucre du Brésil qui est énorme au moment où les betteraviers français connaissent de très grandes difficultés avec la baisse des quotas de sucre, avec la question notamment des néonicotinoïdes qui auraient pu être introduits par la loi du plomb mais qui ne sont plus par décision du Conseil constitutionnel qui s'est adossé, et il faut le remarquer quand même, à la charte sur l'environnement du prodigieux gaulien Jacques Chirac, c'était l'homme qui a sans doute le plus saboté la Ve République, qui nous a pondu une charte sur l'environnement à valeur constitutionnelle et qui permet de faire tout et son contraire, et qui a permis de faire annuler notamment un certain nombre de dispositions de la loi du plomb qui était pourtant demandée par la quasi-totalité du monde agricole, du moins représentatif, c'est-à-dire la FNSEA et la coordination rurale. Il y a également élévation de quotas. Par contre, il y a exportation, on facilite l'exportation de véhicules, notamment des véhicules bien sûr allemands. Vous savez ce que disent les Allemands, c'est-à-dire on va pas sacrifier quand même quelques poulets ou quelques quintaux de blé français pour nos véhicules. Donc c'est un accord qui apparaît comme déséquilibré. Alors c'est un accord, vous savez, on a essayé de faire passer en accord mixte, c'est-à-dire pas le faire passer plus en accord mixte, puisque l'accord mixte, il doit être adopté à la fois par le Parlement, par le Conseil, par le Parlement européen et par les parlements nationaux. Donc on verra bien, les partis politiques seront mis devant leurs responsabilités. À l'heure actuelle, il faut quand même remarquer que le soutien à ces méga traités commerciaux, c'est quand même beaucoup étiolé. C'est-à-dire qu'un soutien qui était assez large, où il y avait bien sûr le Bloc central, LR, le PS et l'écologie, c'est bien au fur et à mesure notamment des pressions du monde agricole, du monde rural, des consommateurs, c'est salutaire. Le soutien aujourd'hui, je crois, au Mercosur ne s'est réduit qu'au groupe Renew au Parlement européen, donc au Bloc central. LR, on le sait, où il y a quand même pas mal d'élus au plan rural, mais des agriculteurs qui est lié à la FNSEA, s'oppose désormais au Mercosur, et le PS qui court après les écologistes, qui court après Mélenchon, s'oppose maintenant à ce type d'accords commerciaux. Alors néanmoins, l'accord UE-Mercosur a quand même une grande importance, c'est qu'il crée les bases, c'est un accord qui est appelé à évoluer, il crée les bases d'une zone de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, sachant également qu'il y a eu déjà un accord qui a été conclu avec le Chili, avec des vins... Qui ne fait pas partie du Mercosur. Alors, qui ne fait pas partie du Mercosur, c'est pour ça que je l'évoque. Il y a un accord particulier qui a été conclu avec le Chili, avec notamment des vins qui sont quand même, faut-il le dire, de plus mauvaise qualité que les vins quand même argentins qui viennent des cépages Malbec, de Cahors, très prisés par le patriarcat orthodoxe, cher Pascal Mas. Mais cet accord UE-Mercosur est en tout cas symptomatique d'une politique commerciale qui nuit véritablement aux intérêts notamment des peuples européens, cher Pascal Mas. Alors attention, parce que cette affaire du Mercosur, c'était une négociation qui durait depuis 20 ans quand même, il ne faut pas l'oublier. 25 ans, je crois. 25 ans, voilà, François, 25 ans. Bon, Ursula von der Leyen, sans prévenir personne, est allée signer elle-même toute seule, je crois que c'était à Lima, un préaccord. Et elle est revenue à Bruxelles en disant, voilà, ça y est, j'ai tout gagné, etc., etc. Et donc, c'est la semaine passée que la Commission a validé cet accord. Bon. Il faut rappeler que la Commission, contrairement à ce qu'on dit, est un organe délibératif. C'est-à-dire qu'elle a un propre pouvoir, notamment pour délibérer et pour valider l'accord. Il faut le signaler. C'est cela. Mais il se trouve que non seulement la France est bien entendu la première victime potentielle de cet accord, mais d'autres pays s'inquiètent. Et parmi lesquels, je pense aux Pays-Bas, à la Pologne, qui se voit encerclée entre un accord Mercosur et tous les trafics venant d'Ukraine.
avec des produits, notamment des produits carnés, qui ne respectent aucune norme européenne, pas la plus basique. Et aussi autre chose qui m'a interpellé, c'est que la menace du Mercosur se fait aussi sur le marché de la betterave à sucre. Et là, c'est intéressant parce que le président de la FNSEA française est le président du groupe Avril, un méga groupe agricole. Avec Sophie Protéol, qui contrôle entre autres les huiles de sieur et autres. Voilà. Faut-il lui assigner que M. Aurélien Rousseau n'a pas forcément une activité d'agriculteur pendant toute sa journée. Voilà. Mais peut-être bien que la concurrence du sucre venu du Brésil ou d'Argentine, ça pourrait peut-être ébranler son empire agroalimentaire. Donc la FNSEA est assez discrète là-dessus, contrairement à la Confédération, la coordination rurale. Voilà. La coordination rurale et bien sûr les gueux d'Alexandre Jardin, dont je fais partie, qui alertent au maximum avec les réseaux, puisque bien entendu il n'est pas question de passer sur France Info ou France Inter. Peut-être que ça fera l'objet d'une conclusion de cette émission de ce soir, François, mais les gens, tout ça s'est passé au mois d'août de façon à ce que les gens aient l'esprit ailleurs. Et là, l'actualité d'aujourd'hui, c'est peut-être qu'à l'heure à laquelle nous échangeons aujourd'hui, il n'y a plus de gouvernement. Donc, il n'y a plus de gouvernement. Hein, bon, d'accord, très bien. D'ailleurs, par une large majorité, je crois que il y a 364 voix, je crois, contre la confiance et 195 pour. Donc, ce qui veut dire quand même que c'est assez énorme. Quoi. Alors, j'ai cru à un moment, François, que vous aviez fait un tour par le rue du Faubourg Saint-Honoré en consultation, et c'est la raison de votre arrivée tardive. Non, la raison, je vous l'ai dit, c'est l'hidalgoïsation de nos vies, de nos circulations. Voilà. Aucun souci, on sait ce que c'est. Oui, donc pour ce Mercosur, c'est quelque chose d'extrêmement préjudiciable parce que d'ailleurs, on n'entend pas non plus nos amis écologistes, Madame Papineau, l'autre là, comment elle s'appelle, Rousseau, qui n'a pas de lien de parenté avec le président de la FNSEA, à ma connaissance. On les entend pas parce que de voir arriver de la volaille et du bœuf aux hormones du Brésil ou d'Argentine, du soja génétiquement modifié, ça n'a pas l'air de les gêner. Donc là, je crois qu'il va falloir aussi que les citoyens reprennent leur rôle, c'est d'interroger les parlementaires, les députés, pour leur dire, dites donc, là, vous voulez faire le green, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, l'arrangement ou un truc comme ça. Mais alors, est-ce que ça comprend les produits phytosanitaires? Est-ce que c'est tout ça? Bon, tout ça, je crois que cette affaire du Mercosur n'est pas terminée. Et à ma connaissance, François, qui est plus habitué à cette instance que moi, il me semble que certains groupes parlementaires au Parlement européen auraient également proposé une motion de défiance contre Ursula von der Leyen. Alors, est-ce que c'est un rapport avec le Mercosur ou est-ce que c'est globalement par rapport à sa nuisance? Je pense notamment, on a eu écho déjà par les informations qu'il y a une motion de censure qui se prépare contre Ursula von der Leyen et il y aurait notamment deux motivations qui sont d'ailleurs assez proches l'une de l'autre. C'est un, le Mercosur, et ensuite on va le voir notamment, et deux, l'accord qui s'est passé en Écosse entre Donald Trump et Ursula von der Leyen, où Ursula von der Leyen est littéralement passé sous les fourches codines de Donald Trump dans sa résidence écossaise, donnant d'ailleurs à l'Europe une douche écossaise. Le mot est un peu facile. Et il y aura en effet en préparation une motion de censure qui viendrait principalement des groupes souverainistes, c'est-à-dire le groupe Patriotes pour l'Europe, éventuellement le groupe ECR des conservateurs et le groupe Europe des nations souveraines, qui sont les groupes souverainistes. Et là, devrait quand même se positionner. Là, ce serait intéressant de voir la position de la gauche, notamment de l'EFT, des mélenchonistes. Il faut voir si Mme Aubry va continuer à donner une accolade à Mme von der Leyen ou s'ils vont être obligés quand même. On va voir si la LFI est, comme moi je le pense, un mouvement qui est là pour soutenir et conserver le système comme il l'a fait lors des élections législatives de juin et juillet 2024 en France, où il a été la roue de secours du système central, du bloc central, où là, si vraiment face à la politique de von der Leyen, qui est quand même flagrante pour ce qui est le Mercosur et l'accord avec les États-Unis, eh bien, la gauche, voire les Verts, les écologistes, vont se déterminer par cette censure. Alors,
il est tout à fait possible, voire probable, qu'il la rejette en disant qu'elle vient, entre guillemets, de l'extrême droite, donc qu'elle est abominable, que finalement l'emballage est pire que ce qu'il y a dedans, donc finalement il faudra la rejeter. Il faut tout à fait s'y attendre, mais il y a en effet, paraît-il, des projets à avancer justement sur les de motions de censure au Parlement européen. Il me semble, cher François, je m'adresse aux deux François là, que dans les personnels politiques, notamment des élus de LFI, il y a peu de gens originaires du milieu agricole. Il y en a aucun, à ma connaissance, comme chez les Verts. Vous constaterez une chose, que ça, il faut permettrait de le souligner, c'est une chose que j'avais envie de dire depuis longtemps, c'est que vous n'avez pratiquement pas d'élus écologistes en zone rurale. Ils sont élus à Paris, une bonne partie des écologistes, Mme Rousseau, M. Caron, etc. On comprend pourquoi ils s'occupent des insectes, parce que c'est peut-être la seule faune, notamment sur laquelle on peut s'occuper à Paris avec les surmulots. Les surmulots. Avec les surmulots, bien sûr. Il y a des gens qui s'en occupent maintenant, mais il faut noter quand même qu'il n'y a pratiquement pas de Verts qui sont élus en zone rurale. Ce qui démontre en effet l'imposture, l'escroquerie qu'est l'écologie politique aujourd'hui en France. L'escrologie, oui. Cher François Martin, vous souhaitez bien sûr intervenir sur l'accord UE-Mercosur. Bien sûr. Et moi, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que cet accord est totalement en dehors de l'histoire. D'abord, un accord qu'on négocie pendant 25 ans pour arriver au bout de 25 ans. Mais le monde a totalement changé en 25 ans. Donc, l'idée même d'aboutir à un accord au bout de 25 ans est complètement stupide en soi, une stupidité totale. Ça n'a aucun sens. On voit aujourd'hui que, quelle que soit la façon dont Trump mène les affaires, on va vers un monde qui est un système de nations qui vont faire du commerce entre elles, et que ces nations vont avoir deux forces en dehors de leurs armées, etc. Une force, c'est leur industrie, et ça, on va vers la réindustrialisation, et l'autre, c'est leur agriculture. C'est ça qui va être parce qu'un pays ne peut pas aujourd'hui, dans un système où tout le monde va faire du commerce avec tout le monde, et où les tensions peuvent faire en sorte qu'on ne vous livre plus pour telle et telle raison, vous devez être maître de vos fondamentaux. Et l'agriculture, c'est un fondamental absolu parce que c'est la nourriture de votre peuple. Donc, on voit bien qu'on va, comme ça a été fait au début, au moment du marché commun, vers un système de protection des agricultures des pays. Donc, ce système n'a aucun sens. Il est totalement en dehors de l'histoire. Alors, pourquoi a-t-il lieu? Et c'est ça qu'il faut se poser. Et pourquoi on continue depuis 25 ans à vouloir le développer? C'est très simple. Moi, j'ai commencé ma carrière comme trader de sucre. J'ai été sucrier pendant 10 ans. J'étais trader de sucre. Ensuite, j'ai été trader de lait. Ensuite, j'ai fait des produits alimentaires. J'ai toujours été dans l'alimentaire. Il y a toujours eu, depuis que le marché commun, ce qu'on appelait le marché commun, existe, une tension entre l'Allemagne et la France en particulier, la France voulant défendre sa prérogative agricole et l'Allemagne voulant défendre sa prérogative industrielle. Et l'idée de l'Europe soutenue par l'Allemagne et dirigée par l'Allemagne, ça a toujours été de sacrifier l'agriculture française, dont on n'a strictement rien à foutre, pour vendre des bonnes machines allemandes qui rapportent beaucoup. C'est ça l'idée qu'il y a derrière ça. Et moi, je l'ai vu quand j'ai vu démanteler petit à petit le système au départ, il y avait des prélèvements et les restitutions, ça marchait bien, et le système des quotas. Et petit à petit, l'Europe a démantelé ça sous l'égide de l'Allemagne. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est ça, c'est la ruine de l'agriculture française. Et je vous rappelle à ce titre que s'il y a eu la politique de la chaise vide du général de Gaulle, il me semble bien que c'était précisément à cause de la négociation déjà dès l'époque du marché commun agricole dont les Allemands ne voulaient pas et que la France a forcé la main pour conserver son agriculture et ses paysans. Donc, pour moi,
cet accord devrait être nul et non avenu, et on devrait se battre bec et ongle contre l'accord. Or, c'est pas du tout ce que Macron fait. Il fait quelques déclarations, mais pour moi, c'est une des catastrophes de plus que Macron va nous faire après avoir vendu les bijoux de famille, les barrages, tout ce qu'il est en train de vendre. Pour moi, c'est une catastrophe, cet accord. Sans compter que, comme vous le disiez très justement, on met des tas de barrières écologiques pour nos propres produits, et en contrepartie, on laisse rentrer les mêmes produits sans obligation écologique venant du Mercosur, etc., etc. L'avenir, c'est que chaque pays ait ses droits de douane. De toute façon, le libre-échange, c'est pas l'avenir. L'avenir, c'est que les pays soient légitimement protégés contre les attaques d'autres pays. Et s'ils veulent faire entrer des produits, ils le font en quantité limitée quand ça les arrange, etc. Mais cet accord n'est pas du tout dans le sens de l'histoire. Voilà mon avis. Bien, merci cher François Martin. Claudia me fait avec son large sourire signe pour un passage d'annonce. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Non, pas ça, je m'en occupe. Bien, nous reprenons, chers amis. Cher Pascal Mas, François Martin, avez-vous quelque chose à ajouter sur le Mercosur? Parce que j'aurais souhaité que l'on passe de façon plus générale à la guerre commerciale qui se dessine actuellement. Alors moi, peut-être que j'anticipe sur l'ordre du jour, mais il s'est trouvé qu'à Vladivostok s'est tenu le sommet économique de l'Est, c'est le East Economic Summit qui se tient à Vladivostok, et parmi les sujets de discussion, il y avait justement comment les membres du sommet, participant au sommet économique de l'Est de Vladivostok, peuvent-ils se protéger contre à la fois les droits de douane, nous en parlerons après, et ce genre de trucs. Nous parlerons du sommet de Vladivostok. Mais ça c'était un des chapitres. Voilà. Hein, mais c'est en quoi le nouvel ordre mondial qui est en train de se construire intègre justement la protection des agriculteurs. Alors justement, nous avons une guerre commerciale qui nous avons vu qui se conclut par le Mercosur, mais c'est pas c'est soi-disant une paix entre l'Union européenne et le Mercosur, mais c'est sûrement pas quelque chose de pacifique pour les agriculteurs français. Et puis nous avons eu plusieurs décisions. Nous avons bien sûr cet accord entre l'Union européenne et les États-Unis, je rappelle, qui se solde par rien que pour les vins et spiritueux français une augmentation d'une taxe de 15%, qui est énorme, qui est un surcoût. Je me suis entretenu avec des responsables du cognac qui sont très 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 inquiets, alarmistes, parce que une bonne partie de leurs exportations vont vers les États-Unis. Et puis, on a globalement, dans l'accord avec les États-Unis, des accords notamment, par contre, une taxation de véhicules, je crois, qui baisse à 4,2%. On a compris notamment qui achète encore les véhicules thermiques aux États-Unis. On n'achète pas Fiat, on n'achète pas Citroën, on n'achète pas Peugeot ou Renault. On sait quelles sont les marques européennes dont les Américains sont friands. C'est essentiellement allemande, bien sûr, et accessoirement suédoise. Nous avons vu que la Chine également a déclenché une nouvelle guerre avec les Européens, une guerre du porc. Alors, à mon avis, cette guerre commerciale a quand même des aspects sous-jacents très importants. C'est que les pays qui mènent des guerres commerciales ont bien sûr un objectif de guerre commerciale, mais un objectif très important de reconquête de leur marché intérieur. On avait vu que la politique des sanctions, vous vous souvenez, à la suite de l'annexion de la Crimée, en France, s'était soldée par à peu près 1,1 milliard d'euros de pertes annuelles par les agriculteurs, et par un effacement total, notamment de l'accès, par exemple, au marché des fromages, des yaourts, et par exemple par le fait que les Russes se sont mis à faire des camemberts. Et là, les Chinois, la consommation de porc est extrêmement importante en Chine. C'est le porc et la volaille, c'est la base de l'alimentation. Et là, sont en train de reconquérir visiblement leur marché du porc, puisque je crois que c'est une taxation de 20% du porc européen qui est aujourd'hui mise en avant par la Chine. Alors, cette guerre commerciale, que signifie-t-elle? Et est-ce que finalement, pour reprendre le terme, je crois, qui était de Geoffroy Roux de Bézieux, l'ancien président du MEDEF,
est-ce que finalement l'Europe n'est pas l'idiot utile du village mondial? Pascal Mas. Alors, en ce qui concerne la guerre du porc avec la Chine, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que, comme vous l'avez souligné, c'est une denrée qui est très prisée en Chine, et la Chine n'est pas du tout autosuffisante en matière de viande porcine. C'est pourquoi elle importe beaucoup. Et il y a eu plusieurs attaques. Alors, c'était prétexté sous le fait qu'il y avait des maladies, qu'il y avait bon, c'est les prétextes qu'on connaît, bien entendu. Et là, ce qui est en train de se passer, et ça n'a pas été noté au niveau européen, c'est qu'effectivement, la Chine veut réduire ses importations en provenance d'Europe et principalement de Pologne et de France pour transférer ses importations depuis le marché russe. Et ceci est une des résultantes des accords, enfin des accords, c'est des accords bilatéraux, hein, c'est des BRICS. C'est-à-dire que petit à petit, sur certains marchés, notamment le blé, notamment le lait, les pays BRICS s'habituent à commercer ensemble et s'émanciper de leurs fournisseurs habituels. Donc là, cette affaire de la viande porcine pour la Chine, c'est un exemple particulièrement probant de la volonté des pays BRICS de commercer entre eux, et en plus en monnaie locale, et se débarrasser des Occidentaux, c'est-à-dire l'Europe pour une part et les États-Unis pour une autre part. Et votre point de vue général sur cette guerre commerciale qui s'annonce alors? Est-ce que l'OMC, à votre avis, est en voie de marginalisation? Assurément. Le jour où on a signé la fin de l'OMC, c'est quand on a fait rentrer la Chine. 2001, je rappelle, Voilà. Volonté de Bill Clinton. C'est ça. Un rappel quand même essentiel, c'est que pour entrer à l'OMC, il faut avoir ce qu'on appelle, faut être dans le cadre d'une économie de marché. Que c'est qu'une économie de marché? C'est bien sûr une économie qui est libérale, bien sûr une économie où on s'approche des concurrents, des conditions de la concurrence pure et parfaite, multiplicité d'offreurs et de demandeurs, mais également dans lesquelles notamment les prix et les règles d'accès au marché ne sont pas tronquées, notamment où l'économie administrée n'est que marginale et pas déterminante quant à l'accès au marché, ce qui est tout le contraire pour la Chine. Alors à cette époque-là aussi, Clinton avait fait ses comptes, c'est que la Russie sortait de l'URSS, donc complètement ruinée, et notamment dans le domaine agricole, et ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque maintenant la Russie est le premier exportateur de blé, le premier producteur de lait, et de nombreux produits. Vous avez souligné aussi... Oui, je rappelle au passage, la Russie, 15 millions de kilomètres carrés, premier exportateur mondial de céréales, l'Union soviétique, 22 millions de kilomètres carrés avec... Il fallait qui incluait la Géorgie, l'Ukraine, le Kazakhstan, gros producteurs, était importatrice massive de blé. C'est une des guerres, d'ailleurs, que la Russie a gagnée, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et c'est pas limité aux céréales, hein. Il y a de nombreuses productions, y compris des fruitières, il y a des fraises, tout un tas de miel aussi, dont la France est en déficit, production de miel. Tout ça fonctionne du tonnerre. Donc les pays BRICS s'habituent à travailler entre eux, c'est-à-dire que le développement des BRICS, bon, vous savez que c'est mon sujet pas favori. On attend d'ailleurs toujours votre livre, cher Pascal Mas. Vous avez droit à une piqûre de rappel à chaque émission. Hein. Et sur d'autres antennes aussi. Et comme ça, la pression est mise. Merci mes amis, merci mesdames et messieurs les auditeurs. Je prépare. Et ce qu'il y a, le problème, c'est comme je l'avais dit à l'éditeur, c'est que ça va tellement vite que quand j'écris un chapitre, le lendemain, il est déjà caduc. Donc c'est pourquoi il faut que je synthétise de telle manière à ce que ça soit, que l'encre de l'imprimerie soit bien sèche et que le livre puisse être diffusé. Mais on est parti sur un autre format. Donc, pour la guerre commerciale, c'est le droit de douane, bien entendu, mais c'est aussi des accès forcés ou au contraire interdits à certains marchés. C'est-à-dire notamment les produits de haute technologie, etc. Donc là aussi, il y a un transfert des compétences et des réseaux d'échange entre les pays BRICS. Et les pays BRICS, c'est pas n'importe qui, la Chine, l'Inde, la Russie, en matière de technologie, d'intelligence artificielle ou quoi que ce soit, ils ont des leçons à recevoir de personne. Et là aussi, dans ce qu'on a présenté comme la nouvelle économie complètement digitale et tout, eh bien, l'Europe est encore à la ramasse. Cher François Martin, votre point de vue sur cette guerre commerciale au plan général? Oui, une remarque. Alors,
deux remarques. La première chose, c'est qu'il faut s'entendre sur ce que c'est que la guerre commerciale. Si la guerre commerciale, ça consiste à essayer de mettre des droits de douane prohibitifs pour embêter un autre pays ou bien au contraire d'essayer de rentrer des produits en situation de dumping pour embêter un autre pays ou pour etc., ça ne me semble pas une bonne chose. Par contre, si la guerre commerciale ou ce qu'on appelle la guerre commerciale, ça consiste à produire une certaine forme de rééquilibrage par rapport à l'avantage éhonté qu'a la Chine en matière industrielle en particulier, par rapport aux autres pays qui ont volontairement désindustrialisé pour manger la marge, parce que c'est ça au début. Ça a été, on s'est dit qu'il fallait produire en Chine, parce qu'en Chine, on pouvait continuer à vendre à 1000, mais au lieu de fabriquer à 10, on fabriquait à 1 et on se prenait la marge. Ce sont je dirais, les rapias occidentaux des grandes sociétés qui ont fait ça et qui continuent. Et les Chinois ont très vite compris, et moi qui ai vendu beaucoup de produits chinois en Afrique en particulier, je sais très bien que quand il y avait une société occidentale qui produisait un produit quelconque, il y avait derrière cette société ou juste à côté, une société qui faisait la contrefaçon pour le compte de producteurs chinois et qui vendait 10 fois moins cher le même produit, exactement le même. Donc, la Chine a énormément profité et nous l'avons payé par la désindustrialisation. Donc, la volonté de Trump aujourd'hui de réindustrialiser son pays comme nous devrions le faire, me semble, et de rééquilibrer les relations entre les pays, me semble plutôt une bonne chose. Mais ça peut être perçu, et c'est évidemment une accusation chinoise, comme quoi ce sera une guerre commerciale. Mais les Chinois sont très forts pour déclarer la guerre commerciale quand ça les arrange et pour protéger leur marché quand ça les arrange. Alors ça, c'est la première remarque. L'autre remarque que je voulais faire, c'est que si vous regardez les 8 points qui ont été mentionnés par Wang Yi à la suite de la conférence de l'OCS, il y a eu 8 points, dont certains d'ailleurs... Alors, Wang Yi, précision pour nos auditeurs, ministre des Affaires étrangères, et l'OCS, voilà. On va y venir tout à l'heure, Organisation de la coopération Shanghai. Non, mais ce que je veux dire là-dedans... la grande structure de coopération asiatique, notamment où figure la Chine et la Russie. Ce que je veux dire, c'est que dans ces points, cher Pascal, cher François, il y a un des points qui vise à défendre précisément l'OMC. C'est-à-dire que la Chine est très attachée au système de libre-échange qui lui permet de balancer tous ses produits à bas coût partout dans le monde et en particulier en Afrique. Et on a vu qu'en Afrique, il y a un certain nombre de pays où les populations commencent à se révolter contre ces systèmes. Donc, ils sont très attachés. Donc, ils sont assez ambigus parce qu'en même temps, comme on l'a dit, ils sont très conscients du fait de protéger leur marché, en particulier de se mettre à produire du porc, etc. Et ça, c'est légitime. Mais en même temps, s'ils peuvent conserver ce qui reste de l'ordre ancien en continuant à livrer des produits à bas prix avec des pays qui les accueillent sans droit de douane, ça les arrange aussi. C'est pour ça que j'ai dit par rapport au repas entre Zelensky et Macron qu'ils avaient mangé du pigeon et 65 millions de pigeons, mais je pense que tout le monde mange du pigeon dans le monde entier aujourd'hui. Et les pigeons, surtout les Européens. Voilà, nous on ne mange pas, nous on est mangé dans cette affaire. Voilà les deux remarques que je voulais faire à ce propos. Bien, merci. Alors, pour conclure sur cette guerre commerciale, donc à suivre, hein, c'est une guerre qui évolue en permanence. Et comme vous l'avez fait remarquer, hein, les soubresauts de Donald Trump ne sont pas également étrangers à cette guerre commerciale, puisqu'il souffle à la fois le chaud, le froid. Mais à mon sens, si la politique de Trump n'est pas lisible, en tout cas, il y a à mon sens, un objectif c'est que Trump veut sortir de l'OMC, des méga accords commerciaux, et venir en tout cas des accords d'État à l'État. Je pense que justement, vous signalez, François Martin, que la Chine, elle est très attachée à ce qu'elle appelle le multilatéralisme. Pourquoi ? Parce que c'est pas qu'elle a une vocation philosophique multilatéraliste. Hein. Les Chinois n'ont déjà aucune vocation philosophique en matière internationale. Donc la vocation de leur intérêt est à terme de leur domination. Mais que Trump a bien compris que cette matrice de l'OMC était extrêmement nuisible pour les États-Unis, qu'elle avait facilité la montée en puissance
économique de la Chine qui n'est que la condition sine qua non de leur montée en puissance militaire, diplomatique et politique, et qu'il fallait en tout cas casser ce ressort de l'OMC, c'est ce que je pense pour ma part. Alors, nous allons passer au suivant, sur la situation au Proche-Orient. Alors, la situation, en effet, qui est toujours tendue. Ce matin, un attentat à Jérusalem-Est, c'est-à-dire, vous savez, Jérusalem-Est, qui est une zone contestée, puisque c'était une zone qui avait été annexée après 1967, dans laquelle il y a également la vieille ville, avec les quartiers chrétiens, arméniens, juifs et musulmans, le mur des lamentations, le mont du Temple pour les uns, l'esplanade des mosquées pour les autres. Donc c'est un attentat qui est quand même à la lisière ou dans l'Israël et Jérusalem-Est. Je rappelle qu'Israël pratique la colonisation à Jérusalem-Est et a toujours voulu unifier et annexer Jérusalem-Est. Là, c'est un attentat qui est porté au cœur d'Israël, ce qui montre quand même toujours la fragilité de la situation. Alors, les perspectives sont de paix, de règlement du moins du conflit sont assez éloignées, puisque Israël parle aujourd'hui, bien sûr, le Gaza, de prise de contrôle de Gaza City, de la capitale, ce qui signifierait une prise de contrôle, non pas peut-être pour dominer Gaza, mais pour rétablir en quelque sorte une sorte de domination sécuritaire sur Gaza, ce qui signifie d'ailleurs un retour à la situation hantée de 2005, ce dont d'ailleurs beaucoup de dirigeants israéliens ne veulent pas. Je rappelle que c'est quand même Ariel Sharon qui ne passait pas pour ce qu'on appelle une colombe, qui avait décidé de la bande de Gaza, et moi je pense que c'est pas pour rien. Je ne pense pas que Netanyahou soit favorable à une reprise totale de contrôle de Gaza pour un certain nombre de raisons. Je suis en train de lire la question de Palestine d'Henri Laurence, et sur la question de Gaza, en effet, même des gens comme Rabin, des gens sécuritaires comme Rabin, Sharon, voire Netanyahou, n'ont jamais été favorables au contrôle de Gaza. Alors là, justement, quelles sont aujourd'hui, au vu des situations de terrain, les perspectives, Pascal Mas, qui s'annoncent ou qui se font jour sur le conflit israélo-palestinien, israélo-Hamas? Déjà, on peut saluer l'initiative généreuse et courageuse de Greta Thunberg et de la flottille qui s'achemine vers la bande de Gaza. Donc, bon, c'est clownesque, dirais-je. Parce que par rapport à la situation désastreuse à la fois des Palestiniens, il faut quand même pas oublier que quand des immeubles s'écroulent, il y a des gens en dessous. Donc, c'est très grave. Cette gesticulation médiatique est absolument détestable à vomir, mais ça plaît. Il faudra qu'on nous explique le lien entre le changement climatique et le conflit à Gaza, quand même, un jour ou l'autre. C'est de la faute de Poutine. Ouais, certainement. Mais c'est le changement climatique. Vous savez que Macron, très sérieusement, nous avait expliqué que le terrorisme islamiste venait du changement climatique. Bien sûr. Voilà. Non, mais il avait fait, pour l'individu qui était à la tête de l'État français, nous avait expliqué que le changement climatique, notamment en poussant des populations à migrer, allait nous arriver le terrorisme islamiste. Donc il fallait lutter contre le changement climatique pour lutter contre le terrorisme islamique. Comme quoi, si Ben Laden en Afghanistan, en Arabie Saoudite ou au Soudan s'était vu baisser la température de 2 degrés, il aurait renoncé à Al-Qaïda. Voilà, assurément. Je ferme la parenthèse. Assurément. Ce serait comique s'il n'y avait pas la gravité, notamment, que l'on connaît aujourd'hui. Oui, alors moi, ce que je vois, c'est que c'est une impasse. Parce que il y a de temps en temps des annonces, notamment de la part du Hamas, en disant oui, on veut négocier. Et le lendemain, ils diffusent des vidéos absolument abjectes de leurs otages. Amaigri, c'est-à-dire des vidéos qui rappellent de façon glauque ce qu'on avait vu pendant la Seconde Guerre mondiale. La libération des camps par l'armée rouge, absolument, oui, bien sûr. Bon, ça aussi, c'est il y a aussi des discussions à propos du rôle de l'armée rouge dans la libération de l'Europe. Mais ça, on est loin du sujet. Toutefois, du côté israélien, il y a une partie de la population qui est complètement, même si ils sont très attachés au retour de leurs otages, la plupart du temps, moi j'ai des amis là-bas, qui me disent on ne croit plus à leur retour vivant. Malheureusement, oui, parce que malheureusement, on a découvert beaucoup plus de corps
qu'il n'y a eu d'otages libérés. Et les pauvres qui sont encore en otage, je n'ose même pas imaginer dans quel état ils sont. Donc, il y a une grande partie de la population qui est fatiguée de ça, le fait qu'en plus Israël est mis au banc de toutes les nations, qu'il y a de plus en plus d'antisémitisme dans tous les pays, parce que il n'y a pas qu'en France. En France, c'est même à la limite assez dérisoire par rapport à ce qui se passe en Espagne. L'Espagne, c'est tout à fait même scandaleux, parce que c'est de l'antisémitisme également, primaire, pratiquement d'État, oui. puisque arrêter notamment des enfants juifs et la politique notamment du gouvernement espagnol, qui est sûrement le gouvernement le plus à gauche, le plus radicalement à gauche qu'on a vu. Je rappelle qu'ils sont quand même allés jusqu'à faire déterrer la sépulture, déterrer Franco pour déplacer d'une vallée de la Los Caídos où il y avait également des républicains enterrés, qui était d'ailleurs un lieu de réconciliation nationale. Quand elles sont racontées, on a rallumé une guerre pratiquement de 90 ans, justement pour le bénéfice du gouvernement espagnol qui a besoin de souffler sur des braises et vivre sur les conflits. Voilà ce qu'est le gouvernement espagnol. François Martin, quelques mots sur la situation au Proche-Orient, selon vous. Oui, moi je dirais sur ce conflit de Gaza, à mon avis, que la situation est totalement catastrophique pour Israël, c'est ce que je pense. Quand tu as 50% des réservistes qui ne rejoignent pas leur base, c'est des chiffres pratiquement officiels. Quand tu as 50% de ton armée qui fait sécession, t'es foutu. En fait, c'est ça que ça veut dire, on ne le dit pas, mais d'où les tensions qu'il y a eu entre le chef d'état-major des armées, Netanyahou, le chef d'état-major des armées disant acceptez donc le cessez-le-feu, moi je ne veux pas y aller. Alors aujourd'hui, ils y vont sans y aller, c'est-à-dire ils bombardent, ce qu'ils font, c'est horrible. Alors ils bombardent des tours, ils tuent tout le monde qu'il y a dans la tour pour essayer de faire en sorte que le quartier foute le camp et de vider Gaza de ses occupants. Mais ils n'arriveront pas à vider Gaza de ses occupants. Il y a 1 million, sur les 2,5 millions, il y a 1 million de personnes, dont une bonne partie qui sont dans un état probablement de fragilité, de santé à cause de la malnutrition, etc., qui ne peuvent pas bouger. Donc, à mon avis, ils sont foutus, ils peuvent pas s'en sortir. Alors, pourquoi est-ce que Netanyahou fait ça? Parce qu'il sait parfaitement tout ça. À mon avis, c'est parce que, comme toujours, il faut, comme je l'ai dit, c'est le roi de la pyramide de Ponzi politique, c'est-à-dire quand il a une opération qui ne marche pas, il essaye d'inventer une opération plus large et plus ambitieuse, qui ne marchera pas non plus, mais qui va lui faire gagner du temps et lui permettre de dire qu'il est toujours là, etc. Mais on se rappelle les 550 responsables de la sécurité qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette politique. C'est quand même énorme. 550, presque 600 responsables du Shin Bet, etc., de Tsahal, qui disent c'est de la folie ce qu'on est en train de faire. Donc, je veux dire, le processus de vietnamisation qui est en cours atteint un niveau jamais vu. Et donc, moi, je n'imagine pas que Netanyahou va arriver à prendre Gaza. On sait qu'il y a eu une opération il y a quelques jours où les troupes de Tsahal se sont installées dans un camp à Khan Younes. Ils ne se sont pas aperçus qu'il y avait une cheminée qui sortait à 30 mètres du camp. Donc, les types du Hamas sont arrivés pendant la nuit, puis ils ont mitraillé. Alors, il y a eu un certain nombre de morts, mais je veux dire, j'imagine absolument pas dans ces conditions comment on est dans le Vietnam. Donc, comment Vietnam, Tsahal rappelons-le, hein, pour un pays de 9 millions d'habitants, Israël, sur le plan démographique, alors il y a une puissance de feu, c'est sûr, l'aide américaine, l'investissement en défense, mais Israël, en tout et pour tout, en dépit du nombre de réservistes, c'est 9 millions d'habitants. La profondeur stratégique d'Israël n'est pas si importante que ça. Bien sûr. Bien sûr. En plus, on sait très bien, ça je le sais dès le début, qu'on a envoyé essentiellement des réservistes, c'est-à-dire dans une des guerres qui est les plus dures parce qu'elle demande des nerfs d'acier, elle demande un commandement de terrain absolu qui est capable de dire là vous vous cachez, là vous y allez, là attention, là il y a des types cachés, etc., etc. On voit que les officiers, ils ont 21, 22, 23 ans, quoi. Donc la structure hiérarchique de terrain n'existe pas. Les types n'ont pas de... Non, ça, c'est les secrets de polichinelle de ceux qui étudient ça. Et pour moi, Israël continue à s'enfoncer
dans la crise. Alors, est-ce que Netanyahou va encore inventer une nouvelle chose, type attaquer l'Iran sur le plan nucléaire, Ça comme on semble peu est en train probable, puisque d'entendre? Trump a visiblement tracé des limites. Quand il a pris le dossier, entre guillemets, entre mains et qu'il a bombardé les sites, qui d'ailleurs avaient été évacués avant, Trump a montré en tout cas qu'il n'acceptait pas une attaque massive et un renversement du régime iranien, à mon avis, que l'administration américaine craint, à mon avis, non pas parce qu'elle a des faveurs pour le régime iranien, mais elle craint, je pense surtout le lendemain, notamment, voir une dislocation de l'Iran. Je crois que c'est ce qui est craint plutôt par le département d'État. Bien sûr, donc moi, ça, j'y crois pas, mais ceci dit, moi, je dis depuis le début que la bouteille, on secoue la bouteille de plus en plus et que le bouchon s'appelle Netanyahou et qu'à un moment donné, le bouchon va sauter. Alors, évidemment, il s'accroche, il a les doigts bien crochus, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, mais à mon avis, ça va se terminer par un moment où Netanyahou va sauter. Et à ce moment-là, on va rentrer dans un processus de négociation, j'espère, digne de ce nom. Mais Israël me semble aujourd'hui dans une logique totalement suicidaire sur le plan de l'image, sur le plan politique, sur le plan de l'enfermement, sur le plan de l'ONU, sur le plan militaire, sur le plan économique. Je vois aucune sortie stratégique dans tout ça, aucune, zéro. Bien, Pascal Voilà. Mas, vous étiez ajouté quelque chose sur le Proche-Orient ? Bah oui, parce qu'au mois de septembre, notre président bien-aimé va faire un grand discours à l'ONU au cours duquel il va annoncer la reconnaissance de l'État Je rappelle palestinien. qu'il est interdit de séjour en Israël. Hein. Oui, Alors bien ça, sûr. c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a déjà un pays qui l'a, entre guillemets, alors je ne vais pas dire le terme anglais, mais qui l'a banni déjà d'intervention. Voilà. Alors que Jordan Bardella, Marion Maréchal, eux, sont allés en Israël. Et Il y a quand même, on va quand même pas cacher, ne pas se réjouir quand même de ce fait-là. Hein. Oui, et non seulement ça, mais c'est qu'en plus, il a réussi à entraîner dans cette... parce que le fait de reconnaître l'État palestinien, bon, comme je l'ai déjà dit à cette antenne comme à d'autres... Qui est un contresens diplomatique, parce que pour reconnaître un État, il faut qu'il y ait les qualités d'un État, c'est-à-dire un peuple, un territoire, un gouvernement, ce que n'a pas déjà l'État palestinien. Ensuite, reconnaître l'État palestinien. Quel est l'État palestinien ? Est-ce que l'État palestinien, c'est la Cisjordanie plus Gaza, c'est-à-dire résolution 242 de l'ONU, ou est-ce que c'est ce que les Palestiniens revendiquent, l'ensemble de ce qu'était la Palestine mandataire, c'est-à-dire Israël, plus Jérusalem, plus Cisjordanie, Gaza. C'est totalement ambigu. Je rappelle que les premiers qui ont reconnu l'État palestinien, d'entrée, ce sont les États de la Ligue arabe. Mais l'État palestinien qu'ils reconnaissent, l'OLP, c'est un État palestinien sur toute la Palestine. Yasser Arafat a toujours revendiqué l'ensemble de la Palestine, en nous vendant que les juifs, chrétiens, musulmans allaient vivre en paix, avec bien sûr le statut d'Imi, et qu'à terme, ça aurait été la valise et le cercueil, pour les juifs comme pour les chrétiens. Mais ça retient, à mon avis, en termes diplomatiques, il y a un contresens total, je pense, notamment dans la décision de Macron. Sans parler que c'est quand même quelque chose qui est arraché, il faut le dire, par la volonté du Hamas. C'est en quelque sorte une prime au Hamas, à mon sens, qui est donnée dans cette déclaration d'État palestinien. Je ne partage pas votre avis, chers amis. Oui, je sais, François Martin, mais chacun doit avoir son avis. Je vous donnerai la parole tout à l'heure pour avoir votre point de vue. Moi, c'est mon point de vue. Mais comme vous êtes mon invité, cher François, et que, en dépit de notre amitié et nos accointances, nous avons des différences, c'est avec plaisir que j'entendrai votre droit. Il n'y a qu'à Radio Courtoisie que j'accorde un droit à la différence. Cher Pascal, je voudrais quand même, puisque vous avez évoqué la résolution de l'ONU de 1947 et la partition, donc c'est ça le document de base, il ne faut pas se le cacher. Donc il y avait bien prévu, avec un vote en Assemblée générale, pour la partition de l'ancien protectorat britannique en deux États, un État juif, un État arabe. Attends, qui devait être confédéré, qui devait se fédérer au niveau national. Donc il y a également une ambiguïté dans la déclaration 193 de l'Assemblée générale, non pas du Conseil de sécurité, la résolution du Conseil de sécurité, c'est que ces deux États devaient se fédérer et allaient peut-être être la seule entité reconnue au plan international. Oui. Ce qui explique la déclaration unilatérale d'indépendance d'Israël le 15 mai 1948.
Non seulement ça, mais donc le fait que si on se fonde sur la résolution de l'ONU, il a été bien précisé, voter 2 États. Bon, mais avec une structure juridique assez originale que vous venez de rappeler, François. Donc l'État de juif, déterminé comme cela par l'ONU, a été reconnu sous le nom d'Israël, mais l'État arabe, c'est toujours la détermination de la résolution de l'ONU, n'a été reconnu que par les États arabes de la Ligue. Donc il y a déjà une... Ils n'ont pas reconnu l'État arabe. Ils ont reconnu la Palestine. Oui. Il y a une nuance, Pascal. Ouais. Permettez-moi de vous... Donc le fait de reconnaître un État palestinien, c'est dans la logique des choses, dans le cours de l'histoire. Mais là où je conteste formellement les déclarations de Macron, c'est que c'est pas en ce moment, alors qu'il y a une partie du territoire, la bande de Gaza, qui est sous la domination d'une secte terroriste qui s'appelle le Hamas, qu'on peut reconnaître un État comme ça. Pas possible. C'est comme si on reconnaissait l'indépendance des quartiers nord de Marseille sous la pression de la DZ Mafia. Bien sûr. Hein. C'est les circonstances qui me rappellent d'ailleurs le Kosovo. C'est-à-dire que le Kosovo a été déclaré indépendant parce qu'on a bombardé les Serbes, qu'on a encouragé l'insurrection albanaise et qu'on a marginalisé la population serbe, qui était la population, qui était le peuple historique du Kosovo. Ne pas l'appeler. François Martin, pour sa nuance par rapport à nous sur la question, au Proche-Orient, sur la question de la reconnaissance d'État palestinien. Oui, moi je ne partage pas votre avis en fait, parce que je pense que la seule façon pour cet État d'avoir une existence, je veux dire, on discute de ça depuis 48, donc à un moment donné, il faut quand même passer à l'acte. Là, je trouve que pour faire des bisous à la mariée, ça fait long, tu vois, 75 ans, donc à un moment donné, il faut passer à l'acte. Donc l'acte, c'est quoi? C'est la reconnaissance par l'ONU de l'État palestinien dans ses frontières de 67. Et le fait qu'il y ait, et puis par ailleurs, le Hamas, écoute, alors, François, excusez-moi, une précision, frontière de 67, c'est-à-dire Cisjordanie et Gaza. Ah oui. Nous sommes bien d'accord. Donc, résolution 338, 242 et 338 de l'ONU. C'est la seule chose, je dirais, qui fait sens un peu aujourd'hui et qui réunit, je dirais, un peu l'ensemble de tout le monde. Je vais te prendre un exemple. Il y a 2 villages de Corse qui se battent depuis 500 ans parce qu'il y en a un qui a volé la femme de l'autre, et que, etc. C'est très grave en tout cas, cher. Si c'est tel cas, si tel est le cas, c'est très grave, cher François. Et à un moment donné, il y a des juges qui ont dit, bon, maintenant, la frontière territoriale de village, elle est là. Et puis, ils ont continué à se battre. Mais à un moment donné, la seule chose qui fait foi, c'est qu'à un moment donné, les juges ont dit la frontière. Dans la pagaille, je dirais, qui prévaut, c'est la seule chose à laquelle on peut obtenir un consensus. Et par ailleurs, je pense, je l'ai dit à de nombreuses reprises, que Arafat a fait une erreur en voulant essayer de négocier quelque chose avec Israël, puisque Israël n'a jamais obéi à aucune résolution depuis qu'elle existe et n'a jamais obéi à aucun accord, et que la seule façon, c'est de marginaliser Israël totalement et d'obtenir une résolution de façon à ce qu'à un moment donné, l'ensemble des pays de la planète, y compris les États-Unis, et je pense qu'on finira tôt ou tard par y arriver si je vois ce qui est en train de se passer au niveau de l'opinion américaine par rapport à son soutien à la Palestine, et à un moment donné, Israël sera tout seul, et à ce moment-là, l'ONU pourra l'imposer et éventuellement amener des casques bleus, et à ce moment-là, l'État pourra être constitué. Mais sinon, si on part du principe que l'État n'est pas viable et que donc il faut attendre, on encourage la colonisation. Donc, à mon avis, il faut arrêter ça. Et par rapport au Hamas, je trouve qu'on a des pudeurs de jeunes filles parce qu'on a bien négocié à l'époque avec le FLN, on a bien négocié avec le Viet Minh. Enfin, dans chaque pays où il y a eu des guerres civiles, on a négocié avec ceux qui étaient les vainqueurs, et on n'a aucune chance d'avoir une autorité qui tienne un accord et qui se tienne à ce qu'elle a si ce n'est pas le vainqueur de la guerre. Donc je pense que le jour venu, le Hamas sera capable d'être une entité
une entité politique, et ce qu'elle est déjà en grande partie. Personnellement, bon. Attends, je termine juste ma phrase. Je suis très frappé quand j'ai lu le testament de Sinoir. J'ai vraiment pas lu le testament. D'abord, Allah n'est pas cité une seule fois d'une espèce de secte musulmane, mais j'ai le testament d'un nationaliste absolu, et ce testament, à ce titre, était remarquable. Donc, pour moi, on y arrivera forcément, parce que c'est la seule entité qui dira si on fait comme ça, on fait comme ça, et qui le fera. Donc, on y arrivera. Je pense qu'à ce moment-là, on y arrivera. Alors là, François Martin, c'est mon opinion. François Martin, on t'admirera là-dessus. Loin de m'avoir convaincu, vous m'avez au contraire renforcé dans mes convictions. Le Hamas est une organisation terroriste d'assassins qui s'en est pris de façon éhontée et ignoble et barbare à des civils. Je pense que cette organisation, on n'a pas à traiter avec elle sous un cadre contre-registre. Quant à l'État palestinien, il y a à mon avis une question essentielle, c'est qu'entend-on par État palestinien? Et quand vous parlez d'État palestinien, certes à la France, solution à 2 États, État 42, eh bien, c'est pas la même chose qu'on entend à Gaza, ni même à Jéricho, siège du Fatah et de l'autorité palestinienne, qui eux entendent l'État palestinien autrement. Je pense qu'on ne résoudra pas ce soir, cher François, notre différend, qui est large, c'est peut-être un des seuls d'ailleurs là-dessus. Alors, pour terminer, peut-être quelque chose qui va faire un peu plus, peut-être consensus entre nous, ce sont les sommets. Alors, il y a eu 2 sommets, cher Pascal Mal, à Vladivostok notamment, et un sommet à Tianjin, c'est ça ? Tianjin, notamment de l'OCS. Expliquez-nous de façon très pédagogique, comme vous le faites, brièvement, la teneur de ces 2 sommets. Leur origine, les structures qui les tenaient. Alors, ce sont des sommets qui sont passés pratiquement inaperçus pour les médias occidentaux, qui n'en ont retenu que ce qu'ils avaient envie de comprendre, c'est-à-dire pas grand-chose. Avant Tianjin et Vladivostok, il y a eu le sommet d'Anchorage, qui était aussi très symbolique. On en a déjà parlé au début de cette émission. Poutine, sur la question de l'Ukraine. Oui, mais non, pas sur la question de l'Ukraine. Justement, l'Ukraine était une des questions qui ont été abordées. Mais ont été abordées, par exemple, le passage du détroit de Bering, la route nord par la mer Blanche, et d'autres, et l'exploitation pétrolière de Sakhaline. Donc, c'était pas du tout dans l'Ukraine, ça, c'était un sommet de normalisation des relations. Expliquez-nous rapidement en quoi tenait celui de Vladivostok, celui de Tianjin. Alors, Tianjin, c'était... L'OCS. C'est l'OCS. Expliquez-nous, c'est l'organisation de coopération de Shanghai. Alors, c'est un truc qui a été fait par les Chinois, c'est pour ça que ça s'appelle l'opération de Shanghai, qui était pour pouvoir réunir des pays d'Asie, pour pouvoir... Notamment la Russie, la Chine. Alors, ils espéraient le Japon, mais bon, il y a le fossé quand même très, très, très large. Donc, au début, ça se passait donc à Shanghai. Et là, ça s'est passé à Tianjin. Alors, Tianjin, c'est une très grande ville, 14 millions d'habitants. Bon, c'est une petite ville pour la Chine, évidemment, mais dont personne ne sait où c'est, ici, en Occident, alors que Paul Claudel en était le consul à l'époque des concessions. Donc, tout ça, c'est complètement oublié, comme quoi... Alors, quelles sont les décisions qui sont sorties de ce sommet, alors ? Alors, déjà, c'est un sommet... Il y a également l'Inde qui en fait partie, le Pakistan, oui, alors, le Kazakhstan... Ils étaient 10, donc non, le Pakistan n'était pas. Voilà. Mais il y avait par contre Sassou Nguesso qui était là. Bon, il a discuté. Est-ce que c'est pas parce qu'il assure la présence tournante de l'Union africaine ? Non, je pense pas. Je ne sais plus à quel titre il y était. Mais bon, de toute façon, l'objet, c'était surtout le symbole, c'était de célébrer le 80e anniversaire de la fin de la guerre contre le Japon. Et c'est là où tout le monde s'est dit comment ça se fait que Kim Jong-un est en première ligne ? Justement, parce que qui étaient les nations qui ont le plus souffert de la guerre japonaise dans cette partie du monde ? C'était bien sûr la Chine, la Mandchourie en l'occurrence, et puis la Corée et l'extrême-orient russe. Donc, il faut quand même un petit peu voir que les Coréens étaient directement... Alors, les décisions qui sont sorties, ce sommet de l'OCS. Alors,
bon, d'abord, la première En une décision... minute, et il restera une minute à François Martin. D'accord. La première décision, c'était de dire on va continuer à se revoir et on sera plus nombreux la prochaine fois. Bon. Alors, Et ensuite et aussi des accords des bilatéraux qui ont été discutés pendant le sommet, et puis multilatéraux et en séance plénière pour renforcer la coopération. Mais c'était pas forcément coopération économique. La coopération économique, c'est Vladivostok. Et le sommet de Vladivostok, donc c'est quelle entité se réunissait? Alors là, c'est 70 pays invités qui à l'initiative de la Russie, avec la Chine, avec l'Inde. Et des pays africains aussi, je suppose. Et des pays africains et des pays de la zone Asie-Pacifique, beaucoup. Sur la coopération. C'est-à-dire ce monde alternatif un petit Absolument. peu. C'est-à-dire qu'il y a... ce sud global qui a la particularité de ne pas être souvent au sud. Voilà. Oui, parce que la Sibérie, c'est pas... Mais il y avait les pays de l'ASEAN. Donc c'était une structure ad hoc décidée par la Chine, etc. Ah non, Vladivostok, c'est pas ça. C'est le sommet annuel, c'était le 10e cette année. Mais alors là, c'est avec une vocation économique. Comment s'appelle la structure? C'est le sommet en français, c'est le sommet de l'Est, économique de l'Est. Voilà, c'est ça. François Martin, en une minute, votre mot et la signification de ces sommets. Une minute. En une minute. Sur le sommet de l'OCS, j'ai lu le compte rendu fait par le ministre des Affaires étrangères chinois. J'ai pas été impressionné. Ce qui m'impressionne par contre, et ça c'est ce qu'ils ont voulu faire, c'est la démonstration de force, évidemment. C'est l'image, c'est ça, c'est de s'affirmer après les BRICS, etc., pour déplacer la focale du nord vers le sud. Autrefois, on disait que le nord était le centre de la communauté des nations et les autres pays étaient à la périphérie. Et leur but, c'est de montrer de plus en plus que c'est eux qui sont au centre et que c'est nous qui sommes à la périphérie. C'est ça l'objectif principal. Merci François Martin. Médiatique très bien reçu. Merci cher François Martin. Vladivostok, si je peux dire une seconde, je pense que ça montre simplement l'importance extraordinaire qu'ont les Russes de développer leur partie Est et donc la stupidité qui consiste à dire que leur objectif principal, ça consiste à attaquer les pays baltes, la Pologne. Merci François Martin. Nous sommes obligés de conclure. François Martin, Pascal Mas, merci beaucoup et rendez-vous, nous espérons, dans 4 semaines. Bonsoir chers amis auditeurs.